Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints ici pour débuter cette matinée. J'espère que vous avez réussi à justement nous rejoindre sans encombre, puisqu'il y a beaucoup de bouchons et de trafic justement dus en partie au sommet de l'élevage. C'est la troisième journée de cette nouvelle édition et nous sommes ravis de vous retrouver ici sur cet espace qui est une nouveauté et qui était à l'initiative de trois entités, BioValo, Origami et GRDF. Et depuis maintenant mardi, on se retrouve et on échange sur différentes problématiques de la profession. Aujourd'hui, le sujet, on va parler de méthanisation et de l'élevage. Font-ils bon ménage? C'est la question que nous allons justement poser à nos trois intervenants, à nos trois experts que je vais vous présenter dans quelques instants. Et à l'issue, bien sûr, de ces échanges, vous aurez également la possibilité de poser des questions à nos intervenants, tout naturellement. La méthanisation n'est pas nouvelle. Elle date de 1776 avec la découverte du méthane par un Italien. Il s'agit d'Alessandro Volta. Ce compte justement identifie dans les bulles de gaz émises par les vases en putréfaction du lac Maggiore l'existence de gaz hydrogène carboné. On va rapidement remonter le temps. L'idée étant de dire que la méthanisation n'est pas nouvelle, mais encore faut-il eh bien maintenant développer une filière, et ça fait en France maintenant un peu plus d'une dizaine d'années justement que la filière existe, qu'on la développe, et on est ici justement pour en parler. Faisons un petit peu le point sur l'état des lieux de la méthanisation en France au 1er janvier 2022. Sur le territoire métropolitain français, nous comptons 1308 unités de méthanisation, 371 en injection, 759 en cogénération. Voilà pour l'état des lieux. 71 nouveaux sites en injection de biométhane ont été mis en service au 30 juin 2022 et on produit 7,6 on produit une consommation annuelle de plus de 1,9 million de logements neufs. D'accord. Ce sont 7,6 TWh par an, ce qui est tout de même, et vous l'aurez noté, conséquent. Alors, aux côtés des projections, on parle à 2030 de 16% de production et la méthanisation représenterait à elle seule plus de 17% du gaz injecté dans le réseau en 2050, ce qui est là aussi, vous l'aurez compris, conséquent. On va naturellement parler des points positifs et également des points négatifs, et certains d'entre vous pourront aussi poser là aussi des questions, puisqu'il y a des voix dissonantes qui incriminent la méthanisation. On parle d'odeur, on parle parfois aussi d'impact sur les sols, on parle aussi de diminution de production alimentaire agricole, on parle également de secteurs parfois trop subventionnés. On fera le point là aussi sur ces sujets brûlants. L'agriculture, on le voit, avec un sujet comme celui-ci, en tout cas, elle se transforme. Les agriculteurs, on le voit, ont de nouveaux métiers et on va justement les évoquer avec ce sujet. Et cette question, la méthanisation et l'élevage, je le rappelle, font-ils bon ménage? Eh bien, nous le verrons, nous le découvrirons avec eux, bien sûr, et avec vous également à l'issue de cette conférence. Pour justement traiter ces sujets, nous recevons Julien Delville, agriculteur. Bonjour Julien. Bonjour. Nous recevons également Thomas Filiat, chargé de projet pour Solagro. Bonjour Thomas. Bonjour. Et nous retrouvons également Alain Rochegut, direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Bonjour Alain. Bonjour. Merci à tous les trois d'être avec nous. On va commencer par justement brièvement vous présenter. Julien Delville, vous êtes agriculteur et vous possédez une unité de méthanisation. Parlez-nous de ce que vous faites et parlez-nous justement de votre unité de méthanisation. Depuis quand? Oui, donc on a une unité de méthanisation sur notre ferme qui est en agriculture de conservation depuis les années 90. Nous, on est la deuxième génération en activité sur la ferme. Aujourd'hui, on a 3 retraités et mon cousin et moi qui exploitons le domaine. On est 4 sur une installation de 500 kW en cogénération en route depuis 2017. Oui, donc là, vous avez du recul sur un petit peu le retour, les externalités positives, peut-être négatives. Exactement. On va justement les partager avec vous. Très bien. Merci beaucoup. Thomas Filiat pour Solagro. Bonjour. Association qui justement s'intéresse de près à tous ces sujets, qui accompagne et développe les nouvelles voies pour accompagner l'agriculture de demain. Votre fonction au sein de Solagro est aussi une des études que vous avez menées, Metalae, que vous allez justement nous présenter au travers de sa méthodologie et des résultats plus tard. Oui, donc moi je suis chargé de projet. Mon travail c'est d'accompagner des gens qui souhaitent faire de la méthanisation, essentiellement des agriculteurs, des groupes d'agriculteurs. Et effectivement, en 2017-2018, on a conduit un programme de recherche qui s'appelle Metalae, qui avait pour objectif de justement observer l'influence de l'arrivée d'une méthanisation sur 46 fermes qui étaient elles-mêmes impliquées dans 23 unités de méthanisation différentes. L'idée était de tirer un bilan de avant-après, à quoi ça avait conduit.
Très bien, on aura justement le plaisir de découvrir un petit peu les résultats de ce bilan. Avant cela, on retrouve Alain Rochegut pour la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Et vous aussi, vous avez des résultats à nous présenter, puisque chaque année, les agriculteurs qui, justement, en méthaniseur, doivent déposer en préfecture les gisements qu'ils injectent justement dans les méthaniseurs. On aura l'occasion de revenir sur tout cela également. Vous, quelle est votre fonction justement au sein de l'institution ? Oui, donc je suis chargé de mission biomasse au sein de l'Adréal, comme vous l'avez dit. Donc, l'Adréal, elle est souvent connue du monde de la méthanisation sous l'angle ICPE, contrôle ICPE. Mais il y a aussi au sein de l'Adréal un service que je vais appeler un service énergie, qui suit les méthaniseurs sous l'angle de la politique énergétique de notre ministère. Et comme vous l'avez dit, une des politiques, c'est le soutien tarifaire de l'achat d'électricité produit à partir de méthanisation et le soutien tarifaire à partir du biométhane injecté. Et là, une des contreparties de ce soutien tarifaire, c'est effectivement que les exploitants de méthaniseurs transmettent tous les ans au préfet de région un bilan de fonctionnement, je veux dire un bilan de fonctionnement, qui comporte globalement ce qu'ils consomment, effectivement, ce qu'ils produisent. Et c'est mon service qui est en charge de les réceptionner, de les analyser. Ça a pour rôle de pouvoir contrôler la bonne application des dispositions de ces contrats d'achat tarifaires. Et ça permet surtout d'avoir une connaissance relativement fine de ce qui est consommé dans les unités de méthanisation de notre région et de pouvoir, comme aujourd'hui, pouvoir vous les partager et apprécier le juste positionnement des unités de méthanisation sur la consommation des différents gisements disponibles. On y reviendra un peu plus tard à l'occasion de cette conférence. Je commence avec vous d'ailleurs, Julien. Vous avez repris donc la suite de votre famille en 2008. Vous nous disiez justement que la méthanisation c'était dès 2016 ou 2017 pour vous. Alors pourquoi justement avez-vous décidé de vous ouvrir à un nouveau métier, de vous ouvrir à cette nouvelle activité? Quelles sont ces raisons? Pourquoi avez-vous décidé de vous lancer dans la méthanisation? C'est ma question. Donc nous, on a fait un constat 2019-2010 où on s'est dit sur notre ferme, on a évolué, on a amené un système plus durable, agriculture simplifiée, agriculture en technique semi-directe la plupart du temps avec couvert vivant. On s'est rendu compte qu'on avait bien évolué, on avait réveillé nos sols, on a réveillé l'activité biologique de nos sols, on a ramené de la matière organique, parce que le territoire où on cultive, c'est des sols assez squelettiques, sans trop de matière organique. Donc l'idée du semi-direct, c'était de ramener cette matière organique pour que les sols deviennent autonomes, puissent avancer. Et au fil des années, on a vu les limites de ce système-là, qu'on était toujours dépendant au glyphosate, aux engrais et à la chimie en général. Et l'idée de la méthanisation par rapport à ça, c'était valoriser ce qu'on produisait sur la ferme. Parce que nos intercultures, si on a plus de glyphosate, on ne peut plus les détruire. Donc comment les détruire? On aurait pu partir sur un système d'élevage, comme tous nos voisins, sauf qu'on est céréalier, on a la fibre des plantes, pas des animaux, on a voulu continuer là-dessus. Et la méthanisation a cette propriété-là de transformer la matière, de la consommer, mais surtout de la transformer. Et donc nos intercultures, on voyait vraiment l'intérêt de les transformer via la méta pour les remettre au champ de façon assimilable. Toute l'azote qu'on met dans un process de méta ressort sous forme assimilable pour les plantes. Donc il y avait un vrai intérêt. Donc économie en glyphosate sur la destruction et économie en engrais sur les apports qu'on fait. En gros, ce que le sol était capable de faire de façon naturelle sur un cycle, 1 à 2 années, on va dire, là, on le fait de façon artificielle dans une méthanisation avant de le ramener au champ. Donc, c'était continuer notre système, être moins dépendant au phyto en intégrant un atelier méthanisation dans notre système d'agriculture de conservation. Mais vous avez développé une forme d'autonomie absolue? Exactement, c'est ce qu'on essaye de faire. Et vous travaillez avec d'autres acteurs du territoire, justement, ou pas du tout? Des éleveurs, on travaille avec des éleveurs autour oui. de chez nous parce qu'effectivement, on n'est que céréalier. Le plus gros gisement sur notre installation, ça reste des effluents d'élevage, principalement du lisier de porc et du fumier. Oui. Donc ça, on travaillait déjà avec des agriculteurs sur de l'échange paille-fumier. Donc des échanges paille-fumier, on a dû commencer dans les années 90. On voyait les limites aussi, parce que le fumier a plein d'avantages. Il a un inconvénient, il est plein de mauvaises herbes, surtout du rais gras, une des problématiques de notre ferme. Et le process méta... Cet avantage-là aussi, c'est que toute mauvaise herbe qu'on met dedans, si le process méthanisation marche bien, elle ne ressort pas. Ou si elle ressort, elle n'est pas viable, elle ne va pas germer. Donc désherber nos fumiers, c'était hyper intéressant. Parce que le compostage peut être une solution, mais efficace à 70%. Donc on a toujours 30% de mauvaises herbes. Donc de pouvoir traiter nos effluents d'élevage, c'était hyper important. Et on est sur le même principe que les intercultures, on les rend tout de suite assimilables à l'épandage. Donc c'est encore des économies au niveau azote. Thomas et Alain, justement, on va continuer à poursuivre sur le registre des externalités positives. Est-ce que vous voyez d'autres externalités positives sur la méthanisation qu'on n'aurait pas traitées au travers du témoignage de Julien?
comme vous voulez. J'avancerai aussi le sujet de l'efficacité de l'azote au sein des exploitations agricoles. En fait, en système d'élevage, il y a aussi certaines limites à pouvoir conserver les unités d'azote à travers toute la chaîne de l'élevage, du bâtiment jusqu'au stockage, jusqu'à l'épandage dans les parcelles. Et en fait, la bibliographie aujourd'hui est relativement complète sur le sujet et nous permet de comprendre qu'on a différentes pertes d'azote au fur et à mesure des process. Et vous comprendrez relativement aisément que dans un système avec méthanisation, l'effluent d'élevage est extrait du bâtiment, le temps de stockage est bien souvent très limité pour pouvoir l'incorporer le plus frais possible entre guillemets dans le méthaniseur pour pouvoir éviter de perdre du pouvoir méthanogène. Et on évite un certain nombre de pertes d'azote sur les différentes étapes de gestion des effluents en mode classique. Voilà, donc c'est des éléments qui sont aussi appréciables sur ces éléments-là. Ça a aussi un effet sur la qualité de l'air, donc effet sur les pertes vis-à-vis du sol, vis-à-vis de l'air. Il y a beaucoup d'externalités positives sur ces aspects-là aussi. On va faire justement le lien avec Thomas. Alors peut-être pour les externalités positives, et après on ira aussi sur le sol avec une étude que vous avez présentée brièvement tout à l'heure. Alors sur les externalités positives, on s'est aussi rendu compte que dans un contexte d'élevage, Monsieur Rochegut l'a dit juste à l'instant, on va chercher à avoir un effluent le plus frais possible. Et ça conduit souvent à modifier un peu les pratiques et notamment augmenter la fréquence de curage dans les exploitations. Et cette augmentation de fréquence de curage, nous, ce qu'on a pu observer, c'est que ça a une incidence sur la baisse de mortalité des jeunes, quel que soit l'élevage dont on parle. Et en élevage laitier, on a aussi observé une diminution des mammites et de la concentration cellulaire dans le lait. Donc ça fait partie des choses que la méthanisation peut apporter de manière indirecte, du fait qu'on cure plus fréquemment les bâtiments. Du coup, le pendant de ça, c'est cet aspect-là. Après, ce qu'on a pu observer aussi dans Metalae, en fait, l'objectif de Metalae, c'était d'observer ce qui se passait d'un point de vue agronomique, d'un point de vue environnemental et d'un point de vue socio-économique. C'est vraiment les points sur lesquels on a vraiment observé l'arrivée de la méthanisation, et encore une fois, avec une approche avant-après. Sur la question de l'azote, puisqu'on va repartir de ça, ce qu'on a observé, c'est que l'arrivée de la méthanisation, souvent, induit la question de la réflexion sur les cultures intermédiaires. Et l'arrivée de la culture intermédiaire dans une exploitation, ça va permettre de gagner en autonomie sur l'azote, parce que du fait qu'on est en fait converti entre guillemets via la photosynthèse de l'azote qu'on a mis qui est stocké dans la plante, quand on va la consommer dans la méthanisation, ça va faire de l'azote qu'on dit minéralisé, donc facilement assimilable pour les plantes, dont le système de culture de l'exploitation va pouvoir profiter. Et sur un autre point qui semble important, c'est la question du carbone dans les sols. Pourquoi le carbone ? Parce que si on compare les situations avant-après, souvent la situation avant, c'est on faisait une culture, ce qu'on appelle une CIPAN, culture intermédiaire piège à azote. C'est souvent une obligation réglementaire, c'est-à-dire que le sol ne reste pas nu entre deux cultures. La CIPAN, ça a été bien dit, ça peut susciter des difficultés de destruction, parce qu'il faut ou de la mécanisation ou de la chimie. Là, en l'occurrence, la culture intermédiaire à vocation énergétique, on va chercher à ce qu'elle se développe, puisqu'on cherche à avoir de la biomasse pour ensuite la valoriser en méthanisation. Et le pendant de ça, c'est toute la partie du système racinaire qui se développe. Ce système racinaire, il reste en place, et donc, de ce fait, la matière organique qu'on va retrouver dans le sol, elle va être en augmentation. Et ce qu'a montré Metalae, c'est qu'effectivement, quand on fait un avant-après, au global, à minima, le résultat le plus défavorable, en vrai dire, c'est on a une stagnation de la teneur en carbone dans les sols, mais bien plus souvent, on voit une augmentation de la teneur en carbone dans les sols, et c'est quand même, d'un point de vue agronomique, une externalité positive forte dans les conduites agronomiques. Donc on peut dire qu'il n'y a pas de phénomène de pollution. Ou du moins, quand on parle de stagnation, c'est qu'a priori... Alors, sur la pollution, la pollution, souvent ce qui revient, c'est la question du digestat, donc le produit issu de la méthanisation. Aujourd'hui, et encore plus en ce moment, le digestat a une vraie valeur agronomique. Donc l'intérêt de l'exploitant, c'est de l'utiliser au mieux. Donc c'est de mettre en place toutes les stratégies nécessaires pour qu'il n'y ait pas d'usage néfaste du digestat. Le mettre au bon moment, dans les bonnes conditions climatiques,
Les phénomènes de pollution dont on entend parler, notamment on va dire les nitrates, c'est souvent lié à une inadéquation entre le moment où on va épandre et les conditions pédoclimatiques dans lesquelles on est. À partir du moment où on a compris cette valeur, notamment valeur azote du digestat, les exploitants, ils sont comme tout le monde, ils réfléchissent et donc du coup ils vont faire au mieux pour au mieux exploiter le potentiel de ce produit. C'est tout le lien justement de ma prochaine question et que je vais justement orienter à Alain. On va parler de cette fameuse étude, de ce fameux bilan que vous allez nous présenter, puisque vous avez des résultats relatifs au bilan 2020 sur les gisements, puisque c'est une obligation pour les agriculteurs qui ont des unités de méthanisation. Il faut être capable en préfecture de déclarer ce que l'on intègre dans ces unités de méthanisation. Et justement, ma question est la suivante. Quelles sont les répartitions par gisement dans les unités de méthanisation, et on va parler aussi de surface agricole utile. Combien de SAU mobilisés pour tout cela? Oui, donc effectivement, on a collecté au cours de l'année 2021 les bilans de fonctionnement de l'ensemble, quasiment l'ensemble des méthaniseurs en fonctionnement sur l'année civile 2020. Je dis quasiment parce qu'on a eu un taux de retour proche de 100%. On interroge tous les méthaniseurs qui sont en service, qu'ils aient un contrat d'achat d'électricité ou pas. On interroge même les quelques méthaniseurs sur des stations d'épuration, par exemple, qui autoconsomment le biogaz produit pour leur process interne. Mais la grande majorité des méthaniseurs ont donc bien entendu un contrat d'achat d'électricité à tarif soutenu par l'État ou un contrat d'achat du biométhane soutenu également. Donc en 2020, je mets de côté les stations d'épuration, dont je ne vais pas vous parler aujourd'hui. Je mets aussi de côté, bien entendu, les centres de stockage, les centres d'enfouissement, qui collectent aussi du biogaz fatal et qui le valorisent également. Et finalement, je vais me recentrer sur les méthaniseurs que l'on va qualifier d'agricoles, que ce soit individuels ou collectifs agricoles, et sur les méthaniseurs que l'on appelle territoriaux, donc pas forcément portés par les agriculteurs, mais qui consomment des substrats biodéchets et agricoles, bien souvent un mix des deux, portés par des structures non agricoles. Donc on avait en fonctionnement 44 méthaniseurs agricoles, individuels ou territoriaux en cogénération en 2020, et nous en avions 7 qui valorisaient leur biogaz en injection, ce qui faisait 51 méthaniseurs qui ont fonctionné toute l'année 2020, et je mets de côté ceux qui sont rentrés en service au cours de l'année 2020, qui sont sur un approvisionnement, on va dire, de calage et de lancement que je n'ai pas retenu dans les chiffres que je vais vous présenter. L'ensemble de ces méthaniseurs a consommé ou valorisé un peu plus de 500 000 tonnes brutes sur l'année 2020. L'intrant majoritaire par ces méthaniseurs, c'était avant tout, et vous vous en douterez bien, les effluents d'élevage. En fait, ils ont consommé près de 70% d'effluents d'élevage. Le méthaniseur moyen régional, qu'il soit agricole ou territorial dans notre région, a consommé 70% d'effluents d'élevage. C'est vraiment la ration de base de la majorité de nos méthaniseurs dans la région. Alors bien sûr, il y a l'hétérogénéité, il y en a qui en consommaient un peu plus, et puis il y en a qui sont davantage tournés vers des intrants plus végétaux, qu'on va voir après. Il s'agit bien entendu d'une moyenne. Le second intrant, ce sont les biodéchets ou les déchets de l'agroalimentaire, qui représentaient 19% de l'approvisionnement moyen de ces méthaniseurs-là. Donc biodéchets collectés et triés à la source, déchets issus de l'industrie agroalimentaire et un petit peu de déchets verts. Ensuite, je vais passer rapidement sur un troisième intrant qui est malheureusement, à notre point de vue côté de Réal, qui est peu mobilisé. Ce sont les résidus de culture. Je mets de côté la paille, qui n'est pas forcément la paille, on va dire, propre à la consommation en élevage, en litière, voire en alimentation, qui d'ailleurs est quasiment pas consommée en méthanisation. Les exploitants nous ont déclaré une 30aine de tonnes de paille propre, on va dire, qui a été consommée. Les résidus de culture qui ont été consommés, c'est avant tout des menus paille et des résidus de canne de maïs, voilà, après la moisson du maïs grain. Là, on est sur moins de 1% de la ration, alors que nous avons un gisement qui est substantiel dans notre région. On est en train de travailler sur le sujet pour comprendre pourquoi cet intrant est peu mobilisé.
On est avant tout sur un manque de rentabilité technique, d'adéquation technico-économique pour pouvoir les méthaniser dans nos installations. Je passe ensuite, je me rapproche petit à petit sur les intrants végétaux qui vont faire le lien aussi avec l'élevage. L'intrant suivant, ça va être les cultures intermédiaires à vocation énergétique que nous avons évoquées, dont on parle beaucoup, qui suscitent beaucoup d'interrogations. Elles sont consommées à hauteur de 8% de la ration moyenne de nos méthaniseurs. Ça a représenté 38 000 tonnes brutes dans notre région. Et d'après la déclaration des exploitants, parce qu'on leur demande aussi les surfaces qu'ils ont récoltées en végétaux, ça représentait 1600 hectares. 1600 hectares, pour tout vous dire, c'est 0,14% de la surface arable de notre région. Quand bien même on pourrait se permettre de comparer ça à la surface arable, parce qu'une interculture, ça ne vient pas en concurrence, ça ne vient pas à la place d'une production agricole classique, qu'elle soit alimentaire ou pour l'alimentation animale. J'en viens ensuite aux cultures dédiées, ces fameuses cultures énergétiques, cette fois-ci cultivées pour l'énergie, en remplacement d'une culture alimentaire ou animale, donc bien souvent du maïs. On est sur 3% de la ration alimentaire, la ration des méthaniseurs de notre région. Et vous avez tous en tête la réglementation qui impose de ne pas dépasser 15% de l'alimentation d'un méthaniseur en tonnage brut par des cultures énergétiques. En moyenne, dans notre région, on est à 3. Pour vous donner quelques exemples, au niveau national, on est à 5. Donc on consomme moins de cultures énergétiques en Auvergne-Rhône-Alpes qu'au niveau national. Et une région comme la Bretagne, quand bien même il y a beaucoup d'élevage, la Bretagne, par exemple, est à 8% en moyenne. 3% de culture dédiée, ça représente 17 000 tonnes. C'était de l'ordre de 400 hectares si je prends un rendement de moyen et si je me fie aux déclarations des exploitants, ce qui est à peu près cohérent. C'est 0,03% de la surface en terre arable, je dis bien en terre arable, donc les terres cultivées, cultivables de notre région. Je mets de côté la surface toujours en herbe ou de prairies permanentes de notre région. Et puis enfin, dernier intrant, c'est l'herbe de prairie permanente, qui est, par rapport à la réglementation, qui est autorisée sans limite dans les méthaniseurs. Alors cette réglementation-là, cette disposition-là, elle pourrait potentiellement inquiéter, parce que qui dit pas de limite pourrait laisser entendre qu'il pourrait y avoir un basculement non négligeable de l'élevage vers la méthanisation. Dans notre région, ça représentait 0,5% de l'approvisionnement moyen. Ça représentait 2700 tonnes en 2020. Et ça représente 0,03% de la surface toujours en herbe de notre région. Voilà, donc, globalement, de notre analyse à l'Adréal, on a un approvisionnement moyen qui est plutôt cohérent, qui respecte une certaine hiérarchie de mobilisation des intrants, qui est cohérent aussi avec le gisement global que nous avons identifié dans le cadre d'un schéma qui s'appelle le schéma régional biomasse, qui est un schéma qui a été co-élaboré en 2017 et 2018. Et quand bien même il y a des dispositions pour aller sur de la culture dédiée, voire même pour aller sur de la méthanisation d'herbes de prairie permanente, on voit que ce sont des intrants qui sont utilisés avec parcimonie. Pour compléter aussi sur ces éléments-là, à la culture dédiée, il y a une partie des cultures dédiées qui correspondent à un certain sauvetage de cultures qui avaient perdu leur valeur alimentaire. C'est notamment le cas en cas de sécheresse, lorsque la fécondation du maïs ne se passe pas très bien, lorsqu'une culture a grêlé. Et puis, un point qu'il faut qu'on approfondisse du côté des ensilages de prairies permanentes, c'est qu'on a une part d'éleveurs qui méthanisent de l'herbe, on va dire, du refus ou de l'excédent d'herbe qui sont mal arrivés à valoriser avec leurs troupeaux, qui peuvent se retrouver à cette période-là de l'année, par exemple, à avoir encore de l'herbe de disponible et plutôt que de la broyer pour mettre la parcelle ou la prairie au propre avant l'hiver, font une coupe de nettoyage entre guillemets et qui la passent en méthanisation. Si on fait le ratio entre le tonnage que je vous ai indiqué, 2700 tonnes, et la surface que nous a déclaré les exploitants de l'ordre de 700 hectares, on est sur un rendement relativement faible de 4 tonnes brutes par hectare, ce qui traduit que voilà, on est bien sur des récoltes
sur prairies relativement faibles, dont une partie sert au nettoyage des prairies. Donc, si l'on en croit ce que vous nous dites, effectivement, chaque territoire a sa spécificité par rapport à la méthanisation. Et les résultats que vous venez nous présenter sont différents d'un territoire à un autre. Et donc, la méthanisation doit s'appréhender aussi, je la pose à vous trois, cette question-là, de façon territoriale, puisque finalement, on n'aura pas les mêmes réponses. C'est ça d'une région à une autre. On va peut-être commencer par, justement, vous, Julien, vous le voyez avec d'autres confrères ou consoeurs qui se lancent un petit peu dans l'aventure. Vous représentez une association. J'imagine que les réponses à apporter sont vraiment très différentes d'un territoire à un autre. Exactement. Déjà, on est dans une région qui est très diversifiée. On va des volcans à la Sologne en passant par la Limagne. On a déjà cette diversité qui crée de la diversité aussi sur les métas. Les métas sont souvent à l'image des fermes sur lesquelles elles sont. Donc effectivement, moi je suis président d'une association, une nouvelle association dans l'Allier qui représente une grosse dizaine de méthaniseurs. Et on a effectivement cette diversité au sein de l'association. Mais je suis tout à fait d'accord avec les chiffres donnés. Effectivement, les effluents d'élevage sont toujours privilégiés. Privilégiés pour le fonctionnement de la méthanisation. On a besoin de cette biologie à l'intérieur. Privilégiés par rapport aux tarifs. Ça donne aussi des tarifs intéressants d'avoir l'effluent d'élevage. C'est intéressant de le dire aussi. Ça comprend pourquoi les méthaniseurs sont aussi sur cette valorisation d'effluents d'élevage. Et on a cette... on va dire, ce côté hétérogène sur des gisements qu'on peut avoir dans des bassins où il y a de l'agro-business, de l'agroalimentaire. On peut avoir beaucoup de différences, ça c'est sûr. Même question pour vous, Thomas. Oui, effectivement, nous qui intervenons sur la quasi-totalité du territoire français, c'est un peu l'enjeu quand un porteur de projet ou un groupe de porteurs de projet dit bon, je réfléchis à la méthanisation. La première question qu'il faut se poser, c'est dans quel environnement je suis. Quel est l'écosystème de mon exploitation? Comment est-ce qu'il fonctionne? Quel est l'écosystème des exploitations? Est-ce qu'il y a des interdépendances entre? Et donc l'enjeu dans la réflexion sur ces unités-là, c'est bien de faire des choses qui sont cohérentes avec le territoire, en rapport avec ce qui trouve sur le territoire et comment fonctionnent les exploitations. Je continue avec justement la production des besoins fourragers du troupeau. Si on veut devenir autonome, c'est justement pour maîtriser toute la chaîne alimentaire et les coûts. Vous nous avez présenté tout à l'heure des résultats intéressants tant sur les sols que sur les matières méthanisables. Comment doit-on appréhender justement quand on se lance dans la méthanisation la question de l'autonomie fourragère? À tous les deux. Ouais, je vais commencer. Ce qu'on dit souvent, c'est que le premier travail à faire, c'est regarder, faire un bilan fourrager de son exploitation, et que l'angle d'attaque, c'est qu'est-ce que mon exploitation est en capacité de produire. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir définir un projet, on va dire vertueux, en tout cas qui tient la route, et non pas de se dire il faut que je fasse une unité qui fait telle taille pour que ça fonctionne. C'est-à-dire que juste inverser, avoir le bon angle de réflexion sur qu'est-ce que moi je suis capable de faire, qu'est-ce que mon système peut faire. Est-ce que je suis dans une stratégie d'adaptation? On voit bien que le contexte, notamment autour de l'élevage, pose la question de la rentabilité de ces éléments, de ces orientations technico-économiques, comme on dit. Et on peut voir apparaître la méthanisation comme une orientation stratégique de l'exploitation. Et c'est possiblement une stratégie d'entreprise, d'entrepreneur. Les exploitants, il ne faut pas oublier qu'avant toute chose, ce sont des entrepreneurs et que pour certains, il y a une réflexion vraiment stratégique d'orientation de l'exploitation. Et c'est vraiment l'élément qui permet d'avoir une vision globale de mon système ou des systèmes d'exploitation qui souhaitent se mettre en commun pour développer un projet, qui va permettre de bien appréhender une intégration correcte sur son territoire. Alain et Julien pour terminer après. En complément de tout de toute la qualité du travail qui est effectué effectivement par les porteurs de projets, par leur bureau d'études, de toutes les structures qui les accompagnent, nous avons dans notre région en fait une instance qui s'appelle les comités départementaux méthanisation. Derrière ce terme-là, qu'est-ce qu'il y a exactement? En fait, c'est une instance de concertation en amont des dépôts administratifs des projets. L'objectif, c'est de mettre autour de la table l'ensemble des services de l'État qui vont devoir instruire le projet, que ce soit nous de notre côté DREAL, du côté de la direction départementale des territoires autour du permis de construire, de la DDCSPP qui validera les aspects agréments sanitaires. On met aussi autour de la table les cofinanceurs, les opérateurs de réseau pour
finalement s'approprier les projets dans un premier temps. Généralement, on essaye d'en faire 2. Une réunion de comité où, en tout début d'élaboration du projet, où on demande, où on insiste auprès des porteurs de projet pour qu'ils viennent nous le présenter le plus en amont possible pour qu'on en ait connaissance et que l'ensemble des services ait connaissance on va dire, du moins d'une intention de projet sur tel territoire. Et après, on essaye d'en faire une deuxième, une fois que le projet a été davantage travaillé, une fois qu'il est plus mature. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir déminer au maximum en amont les éventuels blocages administratifs qu'il pourrait y avoir, mais aussi les éventuels blocages et problèmes d'acceptabilité dans la limite de ce que l'on peut déceler à notre niveau. L'objectif, c'est aussi que l'ensemble des partenaires autour de la table puissent s'approprier la logique de ce projet comme ça a été expliqué. Voilà. Comprendre pourquoi il y a éventuellement un peu de culture dédiée dans ce projet-là. Comprendre pourquoi, d'où viennent les biodéchets. Est-ce que c'est effectivement bien un gisement disponible? Est-ce que c'est pas du biodéchet qui est déjà fléché sur un autre gisement? Pourquoi il y a de l'ensilage de prairies permanentes? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est qu'on a un élevage qui s'est réduit? Est-ce que c'est parce qu'on a un élevage qui s'est arrêté? Pourquoi cette herbe n'a pas un autre débouché? Voilà. Pour pouvoir s'approprier les projets, le comprendre et éventuellement, à la marge, les réorienter. Voilà, on a certaines analyses, certaines recommandations qui ont été formulées dans ces comités départementaux qui ont permis de challenger dans une certaine mesure, les porteurs de projets sur l'approvisionnement. Et ça permet parfois de faire quelques ajustements, quelques calages pour continuer à affiner un projet pour qu'il soit le plus en adéquation possible avec son territoire. Et encore une fois, en complément de tout le travail de qualité qui est fait avec l'ensemble des bureaux d'études qui suivent les projets dans notre région. Julien, vous souhaitez compléter? Ce que tu viens de dire, c'est tout à fait juste. On se pose la même question à l'échelle d'une ferme. Et c'est l'avantage d'un projet de méthanisation. On se pose des questions quand on a un projet de méthanisation en tête. On se dit, tiens, j'ai un gisement, je pourrais faire de la méta, ça pourrait être intéressant. Nous, le cas sur notre ferme, c'est l'agronomie qui nous a poussé à la méthanisation. Mais ce que je remarque au sein de l'association et de tous les collègues que je peux croiser ailleurs, c'est qu'à chaque fois qu'on a un méthaniseur, on se met à réfléchir à l'agronomie. Et c'est peut-être un défaut qu'on a en agricole. On travaille pas mal sur les acquis en général. En agricole, on a des systèmes qui sont en place depuis les années 80. Je caricature un peu, mais on est quand même dans ce cas de figure. Et d'avoir un projet de méta, ça fait réfléchir à l'agronomie. Et un projet de méta peut être complexe, mais on va dire tous les pendants, tous les connexes qu'on peut avoir autour d'un projet de méta nous font réfléchir à l'agronomie et souvent nous permet de mieux produire sur une ferme, de se poser la question. Les intercultures, on l'a évoqué, les intercultures, elles ont un intérêt agronomique, mais elles peuvent avoir un intérêt fourragère. Tout dépend de la surface qu'on a, tout dépend le collectif qu'on a, mais on peut soit alimenter un troupeau comme on le connaît, soit on peut alimenter une vache en béton, un méthaniseur. Mais souvent, on se pose des questions quand on a un projet méta et ça nous ramène à l'agronomie. C'est obligatoire. Alors, on a parlé des externalités positives, on a aussi dessiné des résultats qui sont plutôt très encourageants. On va aussi naturellement évoquer peut-être des points, on ne va pas dire qu'ils sont plus fâcheux, mais en tout cas qui ont montré peut-être leurs limites avec ce modèle allemand qui, lui, a montré ses limites. Pour justement poursuivre et coller au sujet méthanisation et élevage, font-ils bon ménage? On en parlait tout à l'heure un peu avec vous, hein, Thomas. Est-ce que certains agriculteurs, justement, n'auraient pas la tentation de se détourner de l'élevage au profit finalement de la production d'énergie dans finalement un secteur où la production, qui est peut-être plus rémunérateur que l'élevage en tant que tel? Est-ce que c'est pas le danger finalement qui se dessine? Alors oui, effectivement, ça peut être la question, on peut la poser comme ça. Ce qu'on observe bien plus souvent, c'est de l'intégration de la méthanisation, c'est un outil de résilience. C'est-à-dire que globalement, ce qui se passe, c'est que effectivement, on a un contexte élevage qui est défavorable d'un point de vue économique. C'est vrai que les éleveurs aujourd'hui ont du mal pour la plupart à vivre de leur métier. Et on observe très rarement la réflexion suivante qui serait de dire j'arrête l'élevage et je fais de la méta à la place. Notamment parce qu'il y a un certain nombre de garde-fous, on en a parlé, hein, les limites réglementaires des 15% de culture dédiées, c'est ce qui, en fait, d'où vient cette règle-là? C'est justement l'observation du modèle allemand. C'est-à-dire que le modèle allemand qui a conduit des exploitations à arrêter l'élevage pour ne dédier leur
terre qu'à la production de culture énergétique. Donc déjà, c'est le premier élément. Le deuxième élément, il y a quand même une culture forte de l'élevage en France, hein, avec un certain nombre de services qui sont rendus par l'élevage, notamment d'un point de vue, on va dire, paysager, hein, pour caricaturer un peu. Et aujourd'hui, moi, on ne sent pas du tout cette volonté de la part de la profession de dire j'arrête l'élevage. Qu'on voit des structures, des exploitations qui se disent la course à toujours plus grand qu'il y a pu y avoir à la marge, du moins, c'est pas la bonne stratégie, c'est pas ce qui me permet de dégager du revenu. Et donc du coup, je réfléchis à une autre stratégie qui est de dire j'intègre un système de méthanisation parce que je sais que ça va me permettre de mieux valoriser mon azote, parce que ça conduit, alors ça je suis entièrement d'accord, à me poser des questions sur ma conduite agronomique pour pouvoir améliorer mes résultats technico-économiques, notamment sur ma production de cultures fourragères, au bénéfice de mon élevage. Il faut plus voir la méthanisation comme un outil de transition, pour un outil de résilience, que comme une concurrence stricte avec de l'élevage. Pour nous, en tout cas, ça n'a pas de sens. Et c'est pas ce qu'on observe. On n'observe absolument pas des porteurs de projets qui viennent nous voir en disant voilà, mon objectif c'est de faire mes boutiques, j'arrête l'élevage, je vais faire de la méta. Julien, justement, est-ce que au sein de la corporation, vos confrères, vos consoeurs, est-ce qu'ils le voient comme le nouvel Eldorado? Non, parce que quand ils le voient comme un Eldorado, ils commencent à poser des questions et à vite se dire « Ah, c'est ça un projet méta? Ah ouais, quand même ». C'est quand même un projet où il faut se poser des questions. Je reviens encore une fois là-dessus. Si on parle de l'Eldorado allemand, pour regarder un peu les termes, l'exemple allemand, il n'est pas forcément allemand. Il est dans quelques régions en Allemagne. Et la typologie des élevages et des cultures était déjà différente par rapport à la France. Si on prend l'exemple de la Basse-Saxe, on était sur des ateliers lait qui n'avaient pas forcément beaucoup d'hectares et qui achetaient du maïs en silage à des producteurs céréaliers à côté. Le jour où il y a des énergéticiens qui sont arrivés et qui ont acheté plus cher l'ensilage de maïs, les éleveurs laitiers en ont moins eu. Ce n'est pas des éleveurs laitiers qui sont passés à la méthanisation. C'est des éleveurs laitiers qui ont disparu parce qu'ils ont été en concurrence avec des méthanisations. C'est un peu réducteur de dire ouais, l'exemple allemand, c'est l'Eldorado de la méta, on ne va plus avoir d'éleveurs chez nous. Il faut déjà comprendre l'agriculture ailleurs pour la dupliquer chez nous. Et chez nous, on n'est pas prêt d'avoir ça parce que des structures à plus de 1500 jusqu'à 10 000 vaches, hein, il y a ces exemples-là en Allemagne, on ne les a pas chez nous. Donc le parallèle est un peu dur à faire. C'est parce que le modèle français, justement, il s'inspirait peut-être de ce qui se faisait chez les voisins, et notamment le cas allemand. Alain, on parle de tout cela aussi avec vous. Non, moi, je ne suis pas un fin connaisseur de la méthanisation en Allemagne, mais je compléterai juste les propos pour rappeler que la méthanisation en France, à travers les tarifs réglementés dont j'ai parlé, ces tarifs, ils sont calibrés relativement finement pour avoir une juste rémunération du capital en jeu et du travail. Donc, je mets ça un petit peu entre guillemets. Là, tout de suite, c'est vrai que la dynamique autour de la méthanisation en injection est un peu essoufflée du fait que, voilà, pour tout vous dire, le tarif, il est même relativement un peu trop juste en ce moment pour que des nouveaux projets puissent sortir. Donc, on est loin de l'effet d'aubaine et on est loin de la filière, du moins actuellement, d'une filière sur-subventionnée qui représenterait une poule aux odeurs pour les agriculteurs. Mais lorsque l'on était, on va dire, sous l'ancien tarif, c'est vrai qu'on était dans des conditions où on pouvait avoir une rentabilité économique plutôt convenable et une juste rémunération du travail et des capitaux engagés. Et finalement, oui, je peux comprendre que la méthanisation, dans un monde, face à un monde de l'élevage, puisse apparaître comme voilà, une filière qui rémunère et qui pourrait potentiellement concurrencer l'élevage. Juste pour dire que des filières qui concurrencent l'élevage, la méthanisation, ce n'est pas la première. Il y a les grandes cultures aussi, depuis de nombreuses années. Et combien y a-t-il eu d'élevage dans notre région, dans un département comme l'Allier, pour n'en citer qu'un, qui se sont arrêtés, qui ont basculé vers les grandes cultures. Le phénomène n'est pas nouveau. Il y a d'autres filières qui concurrencent l'élevage. Et le problème est-il ces filières, ces autres productions qui rémunèrent, on va dire, convenablement, sans forcément s'enrichir à outrance, ou le problème, on le connaît tous, vient-il des difficultés qu'on rencontre sur l'élevage. Donc il ne faut pas se tromper, à notre avis, il ne faut pas se tromper de cible, il ne faut pas se tromper de combat.
La méthanisation, oui, vous voulez peut-être compléter? Non. La méthanisation, c'est une forme de décentralisation de la production énergétique, hein, avec un mix énergétique qui, français, à horizon 2050, a pour objectif d'être naturellement indépendant grâce à aussi une part majeure de la production d'énergie grâce à la méthanisation. Il y a des personnes qui sont absolument derrière la méthanisation et au contraire d'autres qui sont finalement considérées comme les détracteurs, qui sont plutôt contre. Est-ce que justement on risque pas d'assister à une forme de fracturation du monde agricole avec d'un côté les grands qui justement sont derrière la méthanisation et puis les petits qui se disent lésés par tout ce qu'on vient d'évoquer justement, Alain? Je veux bien commencer si vous voulez bien. Effectivement, en méthanisation, ce qu'on constate, il y a un modèle qui pour nous est intéressant et à creuser, c'est que cette filière-là a la chance de pouvoir se bâtir sur le modèle du collectif agricole. On assiste à des agriculteurs de différentes tailles d'exploitation qui se regroupent et qui montent et conduisent ensemble un projet de méthanisation. Typiquement, il n'y a pas besoin forcément d'être gros pour pouvoir un jour participer de différentes manières à la filière méthanisation, que ce soit en se regroupant et en investissant et en conduisant l'installation. Mais il y a aussi d'autres modèles proposés par des structures non agricoles qui proposent des partenariats d'apport de matière, de récupération de digestat, parfois de l'ouverture du capital dans ces structures-là, et qui permet aux différents qui offre finalement un certain panel de champs des possibles pour participer à la méthanisation, en retirer les bénéfices, tous les bénéfices agronomiques qui ont été cités, en fonction de sa capacité à investir, en fonction de sa capacité à absorber une charge morale qui est quand même non négligeable lorsqu'on conduit une unité de méthanisation, etc. Donc on n'adhère pas forcément à l'idée que la méthanisation s'inscrit dans un schéma où on aura les gros d'un côté qui pourront être sur cette filière-là et les petits qui resteront en marge. Thomas? Je peux que dire que je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit. De notre point de vue, il n'y a absolument pas... la méthanisation ne doit pas être un point d'opposition entre petits et grands. Tout le monde peut y participer à son échelle, tout le monde peut en retirer des avantages. C'est beaucoup plus, à notre sens, l'état d'esprit et la façon dont on se projette dans son métier qui va faire la différence que de savoir si j'ai une petite ou une grande structure. Pour nous, c'est pas du tout un point de différenciation. Et en tout cas, pour Solagro, c'est pas du tout un point d'inquiétude. Julien, fracture ou pas fracture? Pour moi, pas fracture, je suis d'accord aussi. Hein, vraiment, la méthanisation, on peut le faire en collectif de différentes manières. Et il ne faut pas oublier que l'agriculture, à partir des années 60 jusqu'à il y a encore pas très longtemps, on a investi énormément en commun. Il me semble que les coopératives, ça représente 2 agriculteurs sur 3 en France. On a mis énormément d'argent en commun pour construire des silos, des structures qui nous permettent de vendre nos céréales. Pourquoi on ne le ferait pas en méthanisation ? Aujourd'hui, si on parle de paysage énergétique, la méthanisation elle a vraiment sa place en France. C'est une énergie qu'on peut allumer et éteindre. Il me semble qu'au niveau des énergies renouvelables, on n'a pas beaucoup de pendant, à part l'hydroélectrique, quand on ouvre la vanne. Mais c'est vraiment intéressant. Et qu'on fasse des petites ou des grosses méthanisations, il y en a besoin de partout sur le territoire. Et l'énergie la plus dure à emmener, c'est celle au bout du fil, celle qui part de la centrale nucléaire et qui finit en campagne. Donc, est-ce que la méthanisation n'est pas un réel soutien du réseau français qui va être à rude épreuve cet hiver, je pense ? Peut-être. Ben justement, j'allais y venir, c'est un sujet qui dépasse largement le monde agricole, hein, puisqu'on parle d'énergie et d'alimentation. Et pour autant, il y a quand même une méconnaissance, j'ai l'impression, absolue des concitoyens sur le sujet. Peu de Français se saisissent du sujet. Faut-il inviter la méthanisation comme sujet de société, comme peuvent l'être justement des énergies comme le nucléaire? Il y a un débat de société sur le nucléaire, on peut être pro, on peut être contre. Voilà, les citoyens se sont emparés du sujet. La méthanisation, en revanche... c'est pas encore le cas. Eh ben c'est dommage. Oui. C'est dommage. Mais s'il faut inviter ce sujet-là dans le débat public, en fait, c'est la question que je vous pose à tous les trois. Moi je pense oui. Si l'agriculture a un tort aujourd'hui, c'est qu'elle n'a pas expliqué ce qu'elle fait depuis de nombreuses années. On aurait expliqué qu'on travaille de mieux en mieux, qu'on applique de moins de phytos, qu'on est de plus en plus contrôlé. Je pense qu'on n'aurait pas ce débat sociétal sur les phytos.
faut éviter ça en méthanisation. La méthanisation est assez neuve encore en France. Il faut inviter les gens. Et vraiment, cette notion de paysage énergétique, moi, c'est ce que je remarque sur toutes les visites que j'ai sur mon installation, on peut l'aborder. On a la méta, les gens sont ah ouais, c'est ça la méta, ils sont là pour poser des questions. Et quand ils comprennent qu'une méta plus ou moins grosse, ça alimente le village ou les 6 villages autour en électricité, ou si ça remplit le tuyau de gaz pour avoir un tarif de gaz qui peut être intéressant, on en est là aujourd'hui, hein, imaginer des tarifs de gaz qui peuvent être intéressants à l'échelle locale. Hein. On a cette indexation aussi hein, sur le coût de l'énergie. Mais c'est toutes des choses que le citoyen lambda, à part la facture, ne regarde pas comment est constituée sa facture. La méthanisation, ça permet vraiment de parler de ce qu'on fait dans les champs et de ce qu'on produit. C'est hyper intéressant pour un agriculteur de faire comprendre qu'on produit quelque chose directement pour lui. Parce que quand on a une cellule de blé, et ça ne parle pas aux gens, ils disent ouais, ça fait du pain, ouais, peut-être, mais c'est le boulanger qui le fait, c'est pas l'agriculteur. Là, on produit l'électricité en direct. Donc, c'est assez facile pour un agriculteur de parler d'énergie, de parler de ce qui se fait et de ce qu'il produit. Vraiment, je pense qu'il faut ouvrir sa porte aux gens, Thomas, à tout le monde. est-ce que c'est un véritable choix de société finalement? Oui, alors c'est vrai que notre responsabilité aussi dans la filière, c'est de faire de la pédagogie, parce que la distance qui s'est installée entre la plupart de nos concitoyens et le monde agricole fait que certains ont peu d'idées de comment ça fonctionne un élevage, comment fonctionne une exploitation agricole, et c'est vrai que parler de méthanisation sans ces fondamentaux, pour l'avoir expérimenté, c'est pas toujours évident. Donc il y a besoin de se saisir de ce sujet. Il y a besoin d'expliquer. Quand on regarde les grands médias, notamment ces dernières semaines, on a beaucoup entendu parler d'éolien, beaucoup entendu parler de photovoltaïque. On a quand même 2 énormes tuyaux, Nord Stream 1 et 2, qui ont des fuites. Et pourtant, la production de gaz sur le sol français, via la méthanisation, pas de son, pas d'image. Et oui, effectivement, je pense que c'est extrêmement important qu'on se saisisse de ce sujet-là, de faire comprendre que c'est pas la méthanisation au détriment de l'agriculture, comme on l'a dit précédemment, que bien au contraire, c'est aussi une aide à la transition, une aide à encore l'amélioration des pratiques, déjà qu'il y a du travail qui a été fait, mais que c'est aussi une source de motivation pour le monde agricole, pour continuer à avancer, continuer à réfléchir. Donc oui, c'est extrêmement important que ce sujet-là, on puisse s'en emparer et que le citoyen lambda en ait connaissance et puisse comprendre à quoi ça correspond et à quoi ça sert. Alain? Juste pour compléter et tempérer le fait que le débat public n'ait pas forcément encore eu lieu, en fait, il commence à avoir lieu au fur et à mesure que les projets émergent sur les territoires. On s'en rend compte avec parfois plus ou moins de difficultés, plus ou moins de crispations. Donc le débat arrive progressivement, localement, autour des projets. Certains projets voient le jour ou arrivent à voir le jour sans forcément qu'il y ait de débat local, parce qu'on est dans un secteur un peu plus isolé où voilà, il y a eu une certaine acceptation des plus proches riverains, et puis il y a des secteurs où les riverains sont peut-être plus proches, plus nombreux et plus soucieux des aménagements de territoire qui ont lieu autour de leur cadre de vie. Je vais faire le lien avec les comités départementaux dont je vous ai parlé tout à l'heure. Un des rôles de ce comité, c'est aussi de s'assurer que les porteurs de projets se sont bien saisis de cet enjeu de la communication et de l'appropriation locale de leur projet. Chaque projet est unique, chaque projet a besoin d'être expliqué et a besoin de faire preuve de pédagogie. Nous insistons le plus possible auprès des porteurs de projets pour qu'ils se saisissent de cette question-là, parce que c'est un petit peu qui tout double, quoi. C'est soit ça passe, comme je viens de vous le dire, soit on a une découverte du projet à un stade un peu trop tardif, et c'est là que les riverains constatent qu'il y a un projet qui est entre guillemets ficelé, difficilement modulable, adaptable, voire déplaçable. Voilà. Et un de notre rôles, c'est aussi de s'assurer que cette question est bien prise en compte, et puis on appuie autant que faire se peut le débat local. Moi, je travaille au niveau régional, mais dans chaque direction départementale des territoires, il y a ce qu'on appelle un référent méthanisation. Et bon nombre de mes collègues référents méthanisation en DDT ont participé à différentes réunions, plus ou moins publiques, plus ou moins en grand comité, pour
apporter la parole de l'État et contribuer à l'appropriation de cette filière. Il y a 2 niveaux, il y a l'appropriation, la compréhension de la filière et où veut en venir l'État avec cette filière-là, qu'est-ce qu'il veut produire, quelle part de gaz demain. Et puis, il y a un certain nombre d'explications, de pédagogie au cours du projet qui relèvent du porteur de projet et des structures qui l'accompagnent pour expliquer le projet en tant que tel, le lien avec l'agriculture, l'éco-bénéfices qu'il va y avoir pour l'exploitation agricole, là qui relève plus du porteur de projet, de l'échelle porteur de projet. Thomas ? Ouais, je voudrais compléter. En fait, effectivement, le point essentiel, c'est la notion de pédagogie. Aussi faire comprendre que pour le citoyen qui voit sur son territoire une unité de méthanisation arriver, c'est du coup une participation du territoire à cet enjeu énergétique. Des choses qu'on voit se développer aussi qui aident à faire de la pédagogie, c'est la notion par exemple de financement participatif qui permet aux riverains à proximité immédiate de participer ou d'être impliqués d'une certaine manière dans le projet. Ça peut être aussi des choses qu'on voit apparaître sur le territoire, mais le mot essentiel par rapport à la question initiale que vous posiez, c'est effectivement la question de la pédagogie. Julien ? Je pense que c'est vraiment d'actualité d'être pédagogue sur le sujet. Je vais prendre un exemple bête, mais Mario Draghi, en février, au début du conflit ukrainien, a dit aux Italiens « c'est la clim ou la guerre ». Bon, ça ne lui a pas trop réussi au niveau électoral, et il avait d'autres soucis, mais ça a été une non-acceptation des Italiens. Il nous faut de l'énergie, il faut la clim. Peut-être ce sera la guerre. C'est pas bien de dire ça, hein. Mais c'est quand même dommage de ne pas réfléchir à des énergies en local, qui peuvent être vraiment un soutien à des réseaux qui aujourd'hui vont être sous-alimentés, hein, on en est là, et d'amener ce débat à faire de l'énergie en local. Je vais poser la question de façon un peu tendancieuse, mais est-ce qu'il ne faut pas faire du maïs pour éviter les chars? Je ne sais pas. On va en tout cas passer à la prochaine séquence, et cette séquence est réservée aux questions du public. C'est le moment justement d'échanger, de contribuer aussi avec les questions que vous vous êtes posées ou les remarques que vous avez pu vous faire et que vous allez pouvoir partager maintenant à nos 3 invités. Je vais faire le tour de l'audience si vous avez des questions à poser. Oui. Alors, la question à poser. Bonjour, j'ai 2 questions en fait. Une première question de compréhension. J'ai pas bien compris en quoi la méthanisation permettait de réduire l'utilisation des produits phyto et notamment du glyphosate. Donc ça, voilà. Et j'ai une deuxième question, je profite que j'ai le micro pour la poser. La deuxième question, c'est que on constate, il y a beaucoup d'études qui montrent que les systèmes d'élevage les plus résilients et les plus intéressants, souvent économiquement, sont des systèmes d'élevage économes où on privilégie le pâturage. Donc on appelle les systèmes d'élevage pâturants, où la vache, elle fait à la fois la récolte du fourrage, la méthanisation et l'épandage des déjections. Et là, il me semble que ce système n'est pas compatible avec la méthanisation, ou alors je me trompe, il faut qu'il y ait les vaches en bâtiment, je pense, pour pouvoir utiliser les déjections dans le méthaniseur. Est-ce que ces systèmes méthaniseurs, élevage méthaniseur, restent néanmoins intéressants à la fois économiquement, mais aussi en termes d'empreinte carbone globale? Voilà, les 2 questions. Je me permets de répondre plus en détail à la première, parce que n'étant pas éleveur, sur la deuxième, je maîtrise moins le sujet. Mais effectivement, l'élevage extensif a plein d'intérêts. Par contre, il ne faut pas oublier qu'on a présent sur le territoire de l'élevage intensif, on va dire comme ça, où les déjections s'accumulent dans des fosses ou dans des bâtiments. Donc le traitement de ces effluents d'élevage a un intérêt en méthanisation. Pour répondre à la première question sur la réduction du glyphosate, nous, dans les techniques qu'on pratique sur la ferme, c'est un couvert permanent, le plus possible. Si on met un couvert avant un maïs, par exemple un métail, et c'est quelque chose qui marche bien, une avoine mélangée avec un protéagineux, enfin des espèces assez vite diversifiées, quand je plantais du maïs avant, je mettais 3 litres de glyphosate dessus, un coup de rouleau faca et on semait dedans. Fallait souvent un travail sur la ligne parce qu'on avait un mauvais réchauffement de la ligne et toutes les petites mauvaises herbes qui étaient stagnantes sous le métail pendant l'hiver avaient tendance à repartir en même temps que le maïs. Donc on avait souvent un désherbage localisé à faire. Aujourd'hui, par rapport à ce que je fais, ce métail-là, je le détruis avec une ensileuse majoritairement. On passe toujours un coup de glyphosate parce que ces petites plantes qui étaient en dessous de notre métail l'hiver, on arrive à les détruire mais avec des doses
infime de glyphosate, voire un travail du sol, ce qui permet le réchauffement de mon sol. Alors c'est un peu antinomique avec un travail de semi-direct, mais malheureusement j'ai des sols qui ne permettent pas le semi-direct permanent. Donc on s'adapte. Il suffit d'un gros orage pour que j'ai un travail du sol à faire. Aujourd'hui sur ma ferme, ce que je peux affirmer, parce que c'est ce qu'on pratique, aujourd'hui je suis à 35% cette année en tout cas de réduction de glyphosate sur ma ferme. Parce que mes intercultures qui me permettent de favoriser mon sol, on les détruit, on essaye le plus possible avec des ensilages qu'on valorise dans la méthanisation. Ce que je ne faisais pas avant, je le laissais au sol. Pour la deuxième question. Je vais juste compléter sur la première question, sur la réduction des glyphosates. Nous, on l'a observé sur des fermes de deux manières. Par exemple, quand on récolte ce qu'on appelle la menu paille derrière une moissonneuse-batteuse, traditionnellement, elle a été rejetée au sol. Cette menu paille, si elle est valorisée en méthanisation, le fait de passer dans le process, ça va réduire le pouvoir germinatif de la graine. Et in fine, c'est des choses qu'on va retrouver en moins sur les sols. La deuxième chose, sur les effluents d'élevage, notamment les effluents de type fumier, dans les pailles, on va retrouver aussi des graines d'adventice, de mauvaises herbes. Et le fait de valoriser ce fumier en méthanisation, ça va avoir le même effet sur le pouvoir germinatif de la mauvaise herbe. Sur la deuxième question et sur les élevages extensifs et le pâturage, on se rend compte que en conduite de prairie permanente, on ne passe pas à l'abri, par exemple, d'un broyage de refus. On peut avoir des années où on va avoir de l'excédent. Et cet excédent, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on va simplement le détruire ou est-ce qu'on va pouvoir le valoriser sur une unité de méthanisation? Encore une fois, chaque fois, la réflexion, elle doit porter sur un système existant. Qu'est-ce qui se passe si on introduit de la méthanisation dans ce système existant? Et parfois, c'est le rôle d'ailleurs des études de faisabilité, c'est de vérifier s'il y a bien adéquation entre les objectifs de l'exploitation et l'arrivée potentielle d'un projet de méthanisation, et parfois ça n'est pas faisable. Donc au global, on voit aussi parfois dans certains secteurs une baisse des chargements à l'hectare. Donc potentiellement ça peut dégager de la souplesse et permettre sur certaines exploitations d'introduire un système qui va apporter un revenu complémentaire, la méthanisation en l'occurrence. Et donc il n'y a pas forcément, ce que je disais tout à l'heure, c'est pas en opposition. Encore une fois, le principal problème, la première chose à faire, c'est la question de la stratégie de l'exploitation. Qu'est-ce qu'elle a envie de faire? Comment est-ce qu'elle a envie de se projeter dans l'avenir? Le renouvellement des générations aussi, ça peut poser des questions sur la question de la main-d'œuvre, de la disponibilité de la main-d'œuvre. Et on voit dans le cas d'installation de jeunes, le fait que certains se disent ça peut être un moyen de lever une forme de contrainte sur une certaine taille d'élevage. Enfin voilà, il y a tous les cas de figure possibles. Donc c'est pas tant la typologie de l'élevage qui va dire est-ce que c'est compatible ou pas avec la méthanisation. Donc pour revenir à votre question, est-ce que élevage extensif et méthanisation c'est compatible, que réellement le système existe, le système tel qu'il existe et comment on a envie de le faire évoluer. Pour compléter, en fait, c'est là aussi que joue le rôle important de tout ce que l'on peut stocker sur une plateforme de méthanisation. C'est le rôle important que jouent aussi tous les substrats végétaux. Et on constate qu'on a une réelle stratégie de complémentarité entre des effluents d'élevage comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il faut effectivement traiter sitôt sortis du bâtiment le plus rapidement possible. Donc effectivement, dans un système herbagé, la partie se joue plutôt l'hiver. Et on a des rations de méthaniseurs dans lesquelles on observe les substrats plus végétaux, résidus de culture dans une petite mesure qui peuvent être stockés, mais également ensilage de cives et dans une moindre mesure, culture dédiée et ensilage de prairies permanentes qui viennent prendre le relais sur la période où il y a moins ou plus d'effluents d'élevage. En complément aussi, d'un point de vue injection du biométhane, il y a depuis quelques mois un petit peu plus de latitude sur la variation de production et de la variation d'injection du biométhane. Il y a encore quelques mois, les méthaniseurs qui étaient en injection avaient un contrat et devaient injecter, bon an mal an, à peu près la même quantité de biométhane tous les mois. Leur contrat reposait sur un débit horaire à respecter en moyenne tous les mois. Et la profession a demandé à juste titre à ce qu'il puisse y avoir un ajustement que la production soit plutôt contractualisée sur l'année et après libre à l'exploitant du méthaniseur
d'injecter par exemple plus de biométhane l'hiver parce qu'il a des effluents, et ça tombe bien parce qu'on consomme plus de gaz l'hiver, et d'en injecter un peu moins l'été au moment où on consomme moins de gaz et au moment où il y a moins d'effluents et où il recourt à du stock plutôt végétal. Et on a bien là une filière qui s'adapte et qui colle vraiment. On faisait le lien tout à l'heure avec le territoire. On a vraiment un méthaniseur qui va chercher à coller à la consommation de la maille de distribution. Parce que vous savez que le réseau de distribution, il est organisé, donc le réseau de transport qui achemine le gaz, puis après des réseaux plus fins, plus limités, qui va distribuer le gaz à l'échelle d'une commune ou de plusieurs communes. Voilà. On continue, on fait le tour des questions pour celles et ceux qui ont des questions à poser à nos 3 intervenants. Je vous laisse peut-être le soin aussi de vous présenter avant de poser la question de vos intervenants. Bonjour. Oui, bonjour, Nicolas Delay. Moi, je travaille sur des projets de méta territorial chez Total Energy. Je vous remercie pour vos interventions et ma question concerne les travaux de la DREAL sur les gisements utilisés en méthanisation. Vous nous avez présenté des chiffres là, sur les installations en exploitation en 2020. Est-ce que vous avez fait le même travail par rapport à tous les projets en cours, donc ceux qui sont en dépôt, en construction, en début d'exploitation, donc notamment à partir des gisements qui sont déclarés dans les projets ICPE. Et est-ce que, si vous l'avez fait, vous constatez la même répartition des intrants? Est-ce qu'il y a des curseurs qui se déplacent, notamment vers plus de déchets d'industrie agroalimentaire, de cives et vers un peu moins d'effluents d'élevage? Non, très sincèrement, ce travail-là, on ne l'a pas fait sur les projets qui émergent. Quand bien même, parce qu'on s'est posé la question de le faire, voilà, moyennant le temps disponible pour le faire, et quand bien même on l'aurait fait, en fait, il serait entaché d'une certaine incertitude, parce que on constate que les gisements annoncés en phase d'étude peuvent parfois évoluer, et puis quoi qu'il en soit, parfois les gisements ils évoluent aussi durant toute la vie du projet. Donc effectivement, ça donnerait une certaine image qu'il faudrait probablement prendre avec précaution. On est plutôt concentré effectivement sur le constat sur les installations en fonctionnement. Quelles sont les autres questions que vous avez peut-être en tête et que vous souhaitez poser à nos 3 intervenants du jour dans le cadre de l'Agora de la transition énergétique? Oui, j'arrive tout de suite. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Claire Sassias, je travaille pour le groupe Keon, qui est un spécialiste dans le développement, la construction et l'exploitation des unités de méthanisation. Donc on est assez concerné par le sujet. Et je me posais la question, nous on accompagne beaucoup de projets justement sur les exploitations. Et on parlait tout à l'heure des difficultés que rencontrent justement ces exploitations dans le cadre du revenu, de pouvoir s'en sortir, de pouvoir gagner sa vie. Aujourd'hui, on constate qu'avec les augmentations de l'énergie, l'électricité notamment, en fait, le projet de méthanisation devient quelque chose de bienfaisant, mais aussi peut en fait, compliquer la vie de l'exploitation. Donc nous, on travaille énormément pour justement trouver des solutions et des optimisations économiques sur les énergies. Mais voilà, la question c'est élevage, méthanisation, agriculture, méthanisation. Est-ce qu'avec la tendance actuelle de l'énergie, est-ce que c'est toujours quelque chose qui est dans une dynamique vertueuse, ou est-ce qu'aujourd'hui, il faut se poser la question clairement de ce que coûte une unité sur une exploitation? Est-ce que ça ne devient pas quelque chose de, un nouveau frein? Moi, je répondrais, aujourd'hui, la méthanisation a un niveau de rentabilité 2. Effectivement, il est un peu perturbé par le contexte économique dans lequel on est, parce que pour fabriquer l'électricité, il faut acheter l'électricité. Déjà, premier point. On peut difficilement autoconsommer, c'est des annexes au contrat, c'est un peu compliqué, mais la maîtrise du coût de l'énergie dans une unité de méthanisation, on peut l'optimiser, mais on peut difficilement la maîtriser. On dépend un peu du marché. Rien que cet aspect-là impacte beaucoup des projets de méta. Un petit peu le mien déjà, et puis ceux des collègues aussi. Par contre, si on réfléchit un peu court terme, moyen terme, voire très long terme, je pense que les unités de méta ont un réel intérêt sur le territoire. Je vais un peu redire ce que j'ai dit tout à l'heure. Je vais m'appuyer sur un exemple. Aujourd'hui, dans l'Allier, fin d'année, début d'année 2023, on va prendre un peu de retard sur les derniers travaux, les dernières mises en route, on va être à 12% de gaz injecté par les méta présents sur le territoire. En injection gaz. 7 méta. C'est tout. 7 méta sur le premier département agricole de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Je ne pense pas que tu connais les chiffres précis sur la région de l'Allier, mais en termes de tonnage, on ne représente pas un gros tonnage de produits mobilisés pour produire ces 12% de gaz consommés dans l'Allier. 12%, on se rapproche de la moyenne nationale du gaz qu'on importe de la Russie. Donc est-ce qu'il y a un intérêt à faire de la méta aujourd'hui? Je pense. Si les Nord... Pardon? C'était pas ma question. La question, c'est est-ce qu'il y a un intérêt économique sur les fermes? Est-ce que l'augmentation de l'énergie et en ce moment la tension qu'il y a sur le prix de l'électricité notamment, est-ce que ça ne devient pas un élément vraiment à prendre en compte pour pas que la méthanisation sur les exploitations notamment devienne en fait un problème supplémentaire? Je déployais un peu trop ma réflexion, mais il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut maîtriser l'énergie chez nous et la favoriser? Parler de subventions, moi, ça ne m'intéresse pas trop. Je trouve que c'est un système un peu pas très intéressant pour l'agriculture parce que ça ne rend pas le vrai coût des choses. On peut parler de système extensif, mais sans subvention, est-ce qu'il existerait aujourd'hui? Je ne suis pas sûr. On peut parler de système intensif. Sans subvention, je ne suis pas sûr qu'il existerait non plus. Ce serait dommage que la méthanisation vive grâce à des subventions. Ça peut être une des réponses à votre question. Moi, je pense que ce n'est pas le but. Vu le coût de l'énergie aujourd'hui, il faut le répercuter sur les ventes. Aujourd'hui, le coût de l'énergie, il est subventionné via une tarification liée à des gisements de telle ou telle nature. Mais à un moment, quand on regarde le marché, aujourd'hui, en méthanisation, on est en dessous du marché spot. C'est peut-être un peu dommage. Je pense que nos législateurs ont besoin de s'adapter aujourd'hui. Il y a des vraies discussions aujourd'hui au niveau du ministère. Pour essayer de les suivre, il y en a. Elles débouchent sur pas grand-chose parce que le politique n'a pas ce côté gestion d'entreprise. C'est plutôt du palabre. Bon, c'est bien, ça occupe la scène médiatique, mais aujourd'hui, il y aurait vraiment besoin d'une évolution au niveau législatif et pas forcément au niveau des subventions. Je ne sais pas si ça répond beaucoup à votre question. Thomas? Sur la question, effectivement, oui, ça fait un sujet de plus à traiter. Il existe des stratégies aujourd'hui. On le voit, on parle d'autoproduction avec, par exemple, la mise en place de panneaux solaires. On voit aussi un gros travail de la part des constructeurs dont vous faites partie sur l'optimisation des process, sur comment est-ce qu'on peut optimiser notre consommation électrique. Et finalement... il y a une forme d'une difficulté, peut-être naître une opportunité de réflexion. Donc, ça a toujours été un sujet. La consommation énergétique sur les unités de méthanisation, même avec des coûts d'énergie plus faibles, ça a toujours été un sujet parce que, encore une fois, les exploitants sont des entrepreneurs et l'objectif, c'est d'optimiser leur système de production, que ce soit un atelier d'élevage, un atelier de production végétale ou la méthanisation. Donc oui, c'est un sujet à traiter. Il ne faut pas le mettre de côté. Mais pour autant, aujourd'hui, il y a quand même un écosystème de la filière qui fait qu'on progresse, qu'on a des voies d'optimisation et que on verra, on ne sait pas de quoi demain est fait, mais on verra comment ça va évoluer. Mais pour l'instant, c'est pas un sujet, c'est pas un carton rouge, c'est un carton jaune à prendre en compte, à travailler, mais les choses avancent. Autre question ici, voilà. Bonjour, je voudrais continuer votre réflexion qui est intéressante sur comment faire évoluer le cadre réglementaire. Est-ce que du coup demain vous dites pourquoi pas vendre directement sur le marché ou vendre à des entreprises qui sont sur le territoire, un peu dans une logique de vente directe? Je vais répondre à cette question sur des choses qu'on essaye de mettre en place avec notre syndicat d'énergie locale. C'est quelque chose qui est répandu dans beaucoup de départements en France. Le côté distribution de l'énergie au niveau électrique. C'est mutualisé au niveau des communes parce que c'est les communes qui ont en charge de la distribution de l'électricité aux consommateurs au plus près. S'ils le font aujourd'hui au niveau de l'électricité, pourquoi demain ils ne pourraient pas le faire au niveau du gaz? Il y a quelques exemples dans quelques syndicats d'énergie au niveau national. Pas trop sur la mutualisation, plutôt l'appropriation, mais on peut l'imaginer en mutualisation sur l'injection gaz. Et donc, proposer sur des zones d'activité, dans des communes, sur des Comcom, un tarif sur plusieurs années avec des producteurs locaux, ça peut être hyper intéressant. C'est des choses qui sont discutées. Il faut de l'acceptabilité au niveau du législateur maintenant. En mode alimentation d'un réseau en local, avec des consommateurs en local. Alors nous, clairement, aujourd'hui, la filière méthanisation, on s'appuie essentiellement sur les tarifs d'achat. On commence, nous, à être interrogés par des industriels
qui sont dans cette logique-là, de se dire, moi je veux sécuriser au moins une partie de mon approvisionnement, avoir une vision sur du long terme plutôt, sur mon tarif d'achat. Il y a des moments où par rapport au tarif spot, je serais perdant. Par rapport à d'autres moments, je serais plutôt gagnant. Il y a aussi un enjeu qui est important, c'est la prise de conscience de son empreinte environnementale en tant qu'entreprise, et que du coup, ils se disent, alors avec des mécanismes complexes du type ETS, on ne rentrera pas dans le détail, ils se disent, ça peut peut-être être un moyen d'anticiper, de participer à cette transition énergétique qu'on doit avoir. C'est loin d'être simple. Il y a des vrais enjeux législatifs, bancaires, parce qu'un tarif d'achat où le banquier sait que quand il finance une installation, il a une visibilité sur le tarif sur 15 ans, et quand on lui dit on veut passer sur des mécanismes autres, de contrats de gré à gré, il faut qu'on arrive à faire ces contrats de gré à gré sur des durées suffisamment longues pour que le banquier dise « Ok, banco ». Il y a cet aspect longueur, il y a cet aspect aussi pérennité de l'acheteur. C'est que si demain l'acheteur disparaît, comment est-ce qu'on fait? Donc il y a des réflexions sur des caisses de péréquation qui permettraient de sécuriser ce type de contrat-là. Mais ça, c'est pour demain. À aujourd'hui, il y a encore besoin de défricher un peu, de faire émerger une demande aussi, que ce soit en électricité ou en gaz, de la part du monde industriel pour qu'on puisse construire une nouvelle façon de faire. Globalement, c'est un peu le message de la Direction générale de l'énergie et du climat, notamment au ministère. Son objectif, c'est qu'on sorte de ce besoin de tarif d'achat et qu'il y ait un écosystème qui se crée pour que la production énergétique issue de méthanisation soit autoportée. Et l'objectif d'un contrat d'achat, c'est avant tout d'aider à structurer, lancer une filière. Donc, à vrai dire, c'est un peu enterrer le futur. C'est vrai que là, en 9 mois, c'est un peu dur. Voilà, c'est assez violent. Donc il faut que la filière continue d'avancer sur ces sujets-là. Oui. Julien. On peut dire qu'en 9 mois, les gens se mettent quand même à réfléchir à ce qu'ils font. Et on parlait de financement, de financer des unités de méta, de financer en tout cas des outils de production. Il commence à y avoir cette notion non pas de financement vert, mais de financement sur des choses qu'on maîtrise. Et si les banquiers aujourd'hui ont peut-être peur de financer des méthanisations qui n'ont pas de tarif d'achat fixe, ils ont peut-être peur de financer aussi des industriels qui dépendent d'usines de l'Est, de gaz russe et ainsi de suite. On est dans une belle incertitude aujourd'hui. Et en 9 mois au moins, ça phosphore. Il y en a qui commencent à réfléchir à des schémas d'autonomie sur le territoire. Ça, c'est intéressant au moins. On prend toujours des questions. Si vous en avez, c'est le moment de leur poser vos questions. Oui. Bonjour. Bonjour, Antoine Hamelin, CVE. Nous sommes producteurs d'énergie. Dans ce cadre-là, nous développons des projets biogaz. Et moi, la question porte plutôt sur l'intégration des cives. Car quand on parle et qu'on présente nos projets à des communautés de communes, à des mairies, on a toujours cette interrogation de l'intégration des cives et surtout cette frilosité, en tout cas cette réticence. On voit en ce moment que l'encadrement des cives en fait, est de plus en plus contrainte pour l'agriculteur. Est-ce qu'aujourd'hui, il est toujours réalisable de penser à un projet sur 100% de cives ou 100% de culture, qu'elle soit dédiée ou à vocation énergétique? Je réponds, mais je vais vous passer le micro. Je pense que non, 100% culture, il y a pour moi pas d'intérêt parce que c'est dans la diversité qu'une ration a son intérêt. Faire une ration monoproduit, il est facile de faire 600 km, d'aller en Allemagne et de trouver des exemples qui marchent mal. Mettre un monoproduit, c'est aller vers sa raréfaction si le système s'essouffle à cause d'un blocage agronomique, d'une fourniture d'engrais qui demain peut disparaître. Vous allez peut-être me dire que depuis tout à l'heure je donne des exemples pas très glorieux, mais demain qui nous dit que l'agriculture française va avoir son tas d'engrais comme elle l'a eu les années passées? C'est pas dit, c'est pas dit. Sauf que si ça se passe, par exemple, des belles régions comme la Champagne, on enlève l'engrais de la Champagne, on reviendra au pain et aux moutons, comme à l'époque où les agriculteurs emmenaient les moutons aux folies bergères. Bon, on n'en est pas là. Reste que
des monoproduits dans une méta, je pense que ça ne marche pas. L'acceptabilité des cives, je pense que c'est surtout une méconnaissance de ce que peut être une cive. Des cives, ça s'en fait réglementairement, les CIPAN, mais ça peut s'en faire agronomiquement. Moi, je vais juste donner mon exemple. On a eu au départ de notre projet, parce qu'on l'a présenté rapidement à l'administration, des grosses réticences. Oh là là, des céréaliers qui vont mettre de la culture dans la méthanisation. On disait, ben non, c'est pas de la culture, c'est de l'interculture. C'est ce qu'on fait depuis 20 ans, maintenant bientôt 30. Et il y avait cette incompréhension parce qu'ils ne savaient pas ce qu'on faisait, tout simplement. Ouais, moi je partage cet avis. C'est sûr qu'on en a parlé de pédagogie tout à l'heure. Sur les cives, c'est essentiel. C'est-à-dire que la plupart des gens, même des gens qui vivent à la campagne, pour eux, si une machine vient récolter quelque chose dans un champ, c'est forcément, et que ça va en méthanisation, c'est forcément en substitution d'une culture alimentaire ou d'une culture fourragère. Donc il y a un travail de pédagogie à faire sur expliquer ce que c'est et en quoi c'est plutôt vertueux que délétère sur le système. Et ensuite sur le fait que ce soit pérenne comme solution. On l'a dit tout à l'heure, au sein de l'exploitation ou des exploitations, la cive a quand même un intérêt fort d'un point de vue agronomique. Donc il faut que ce soit fait de manière, on va dire, intelligente. Il ne s'agit pas de surestimer ce qu'est capable de faire le système d'exploitation. C'est bien pour ça qu'un projet de méthanisation, il commence toujours par comment est mon exploitation. Et quand je dis comment est mon exploitation, quel type de sol j'ai, quel type de système pédoclimatique m'entoure, et ne construire son projet que par rapport à un système et qu'est-ce qu'il est capable de produire en intégrant le fait que le système doit être résilient. C'est-à-dire qu'il y a des années, ça va être plus compliqué. 2022, on a un bon exemple. Et donc, c'est vrai que nous, on pousse beaucoup à la question du stockage. Et puis, si j'ai développé du stockage, ça peut être à la fois au bénéfice de mon système d'élevage. Et globalement, la plupart, ils vont privilégier leur système d'élevage plutôt que la méthanisation. Et le fait de pouvoir mutualiser cette ressource, la cive, ça peut être une plante fourragère en cas de besoin, en cas de nécessité sur une année un peu compliquée. Donc, nous, on croit vraiment que bien intégré, c'est vraiment un produit qui a toute sa place dans la filière. Je compléterai en disant qu'il faut avant tout effectivement bien regarder les marges de sécurité. On pourrait très bien imaginer un projet pas forcément très gros en injection qui envisage de mettre 2/3 d'effluents d'élevage et 1/3 de cive. A priori, il est raisonnable, il met 1/3 de cive, on n'est pas sur un projet végétal, tout végétal comme vous l'avez décrit. Sauf que ce tiers approvisionné par des cives, si le ou les agriculteurs ils prévoient d'y mettre toute leur surface disponible en interculture de leur ferme et qu'ils prennent un rendement moyen, voire limite un peu haut de ce que pourraient produire des cives sur leur ferme, en fait, on est face à des porteurs de projets qui n'ont pas de marge de sécurité. Et ce projet-là, finalement, il est presque plus fragile, plus dangereux, entre guillemets. Il pourrait potentiellement plus se retrouver à être à court d'intrants et à aller devoir chercher des fourrages les années compliquées et en rentrer se retrouver face à des situations compliquées avec le monde de l'élevage, face à un autre projet, peut-être même à la limite plus gros, qui prévoit de mettre 80% de cives, 20% de résidus de culture ou de biodéchets, voilà. Donc un projet très végétal, mais ces 80% de cives approvisionnés par peut-être le tiers ou la moitié de la surface implantable en cives sur ces exploitations agricoles-là, avec un rendement raisonnable autour de 4-5 tonnes de matière sèche par hectare. Voilà, donc c'est aussi ce que l'on essaye d'analyser lorsqu'on rencontre les porteurs de projets. Et je sais que nos collègues de l'ADEME et de la région qui, eux, cofinancent et apportent des fonds dans ces projets-là, sont particulièrement vigilants. Et voilà, nous sommes organisés, nous, en collectif régional, et nous participons à ces réflexions-là. Et c'est typiquement un débat que nous avons eu il y a quelques mois sur faut-il accepter des projets, aider, soutenir des projets très végétaux. Alors je ne vais pas dire 100% cives parce que c'est quand même assez rare, mais avec une majorité de cives, oui, on en a eu. Et voilà, dans les grandes lignes, les grandes précautions et l'analyse que l'on a essayé d'avoir sur ces projets-là. Quand je dis on, en particulier les collègues de l'ADEME et de la région et auxquels l'ADREAL a participé.
Vous avez toujours la parole et vous pouvez toujours poser vos questions. Avez-vous encore des questions à poser à notre intervenant? Vincent Périvier, société CVE, en charge de la valorisation des digestats. Moi, j'ai une question sur les... On parle de cives. Est-ce qu'il y a un rendement limite où il vaut mieux ne pas récolter et même chose sur les distances. Est-ce que, selon vous, il y a une limite sur la distance pour aller récolter des cives? Je pourrais répondre peut-être juste rapidement sur les distances, et ça me fait penser au fait qu'on n'a pas répondu à une question de tout à l'heure sur le bilan carbone de la méthanisation. Il y a des études, des analyses de cycle de vie qui ont été menées sur la filière méthanisation avec un scénario plutôt élevage et un scénario plutôt culture, comme on vient de parler, avec des réductions d'émissions de gaz à effet de serre de l'ordre de 75% par rapport à un scénario sans méthanisation. Et par rapport à votre question, par rapport aux distances, un des enseignements de ces études basées sur l'analyse de cycle de vie de la méthanisation ont montré que finalement le poids du transport n'est pas forcément prépondérant dans le bilan de gaz à effet de serre de la méthanisation, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est pas pour autant qu'il faut aller chercher des intrants à 300 ou 500 km, mais juste pour dire que voilà, des intrants, des cives qu'on irait chercher à 5 km ou qu'on irait chercher à 30, finalement, on ne remet pas en cause le bilan gaz à effet de serre d'une unité de méthanisation. C'est presque plus la logique économique, et là c'est presque plus aux exploitants d'unités de répondre, qui nous disent que de toute façon, au-delà d'une certaine distance, économiquement, là oui, effectivement, ça devient plus intéressant d'aller chercher des résidus, quels qu'ils soient, cives ou autres, au-delà d'une certaine distance. Alors, juste pour compléter sur la question des cives, la distance, la technique de stockage des cives, c'est essentiellement l'ensilage. Les contraintes techniques pour faire un tas d'ensilage sont telles qu'en fait, on ne peut pas avoir trop de temps entre deux arrivées de marchandises. Et donc, globalement, assez vite, nous, ce qu'on peut observer, on est de l'ordre de la dizaine de kilomètres, grand maximum. Après, sur la question du rendement à partir duquel ça vaut plus le coup, en fait, c'est difficile de répondre, notamment parce que ça va dépendre de toute la conduite technico-économique de la culture. Est-ce que, par exemple, il y a besoin de faire du travail du sol en profondeur avant de pouvoir implanter parce que c'est le type de sol qui le demande, ou la technique entre guillemets, en vogue sur l'exploitation. C'est compliqué et globalement, oui, il y a forcément une limite. Globalement, les exploitants, ils savent, ils connaissent bien leur exploitation, donc ils sont capables de juger et de mettre le curseur, mais donner un chiffre comme ça, moi en tout cas, j'en suis incapable. Les cas de figure sont tellement différents. Je vais m'appuyer sur un cas cette année. On a fait une 5e coupe de luzerne sur ma ferme, à 450 mètres d'altitude dans le bocage. C'est exceptionnel. Mais l'année était comme ça. Cette 5e coupe, elle n'était pas très haute. Et moi, pour attaquer l'hiver, c'est pas top. Parce qu'avoir une luzerne de cette hauteur, c'est vraiment pas bien. J'ai essayé de la vendre aux éleveurs autour de chez moi. Personne n'en a voulu parce qu'ils ont déjà bénéficié des 4 précédentes. Je l'ai valorisée en méthanisation. Pourtant, économiquement, au tonnage hectare, elle n'était pas hyper intéressante. Mais dernière, elle me permet de réimplanter une graminée dans ma luzerne pour passer l'hiver de façon correcte. En plus, la luzerne ne structure pas trop en surface, surtout dans des sols limoneux, battants. De réimplanter une céréale, ça me permet de décrouter la surface. C'est intéressant. Mais en tant que tel, ma dernière coupe de luzerne, je ne serais pas allé l'acheter à 30 km, il est clair. Tous les cas sont un peu des cas particuliers. C'est un sujet passionnant qui suscite de nombreuses interrogations. On le voit d'ailleurs au travers de vos discussions dans le cadre de cette agora de la transition énergétique. On prend les toutes dernières questions. Les toutes dernières questions, c'est peut-être le moment, puisqu'après nous allons malheureusement nous quitter. L'occasion de remercier nos 3 invités. Merci infiniment Julien Delville, merci Thomas Filiatre, merci Alain Rochegut pour cet échange que nous avons eu tous ensemble avec celles et ceux qui nous ont suivis. Cette initiative est menée dans le cadre de l'Agora de la transition énergétique, une nouveauté de ce sommet de l'élevage grâce à l'impulsion de BioValo, Origami et GRDF. On va peut-être poursuivre ce moment dans quelques instants, justement sur le stand de GRDF, puisque nous vous convions à la signature d'une convention entre GRDF et l'association de Loire Biogaz Avenir. Ce sera à partir de 11h45, signature et puis bien sûr pot de l'amitié auquel vous êtes toutes et tous conviés. 11h45 dans quelques instants maintenant. Merci à tous les 3 et merci également à vous d'avoir participé et d'avoir suivi l'ensemble de ces échanges. À tout à l'heure.